C'est à toi. Donc, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette participation à ce webinaire. Donc, dans la série des webinaires sur la santé des femmes au travail, c'est le quatrième qui sera consacré cette fois aux travaux, aux problèmes cardiaques. C'est donc toutes ces quatre webinaires, dont certains, j'espère, ont suivi les trois premiers, sont issus de l'enquête Vigiveto qu'on avait menée l'année dernière et qui avait donné des résultats très intéressants. Voilà, je sais que le sujet est vaste et important, donc je ne veux pas monopoliser la parole. Juste, je suis donc Jérôme François, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis président vétérinaire praticien et président de la commission paritaire. C'est au sein de la commission paritaire qu'on a décidé donc de parler de ces sujets, en partenariat évidemment avec tous les syndicats de salariés, la CGT, la CFDT, l'UNSA, FO et la CGC, et en partenariat avec AG2R, qui est notre partenaire au niveau du financement de la branche. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole, Annick, et pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour cette introduction. Moi, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir aujourd'hui le professeur Théodora Angoulevent et le docteur Marie-Lucie Sublet, qui vont nous accompagner pendant 1 heure au cours de ce webinaire qui est donc consacré aux pathologies cardiovasculaires, en particulier aux pathologies cardiovasculaires chez la femme. Alors, pour vous présenter, mais vous le ferez de façon un petit peu plus complète, vous êtes Théodora, présidente de la Société française d'hypertension artérielle, vous êtes chef de service au CHU de Tours, et vous, Marie-Lucie, vous êtes vice-présidente de la Société française d'hypertension artérielle. Vous exercez à l'hôpital Avicenne et vous êtes interniste. Quelques mots en introduction très rapide sur Vigiveto pour ceux qui découvrent ce travail. Pourquoi cette initiative de la branche vétérinaire? Parce que la santé au travail est une composante majeure de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail est une préoccupation globale de la profession aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose d'important dans notre vie de vétérinaire ou d'ASV. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il n'existait pas de données précises sur la santé des personnes qui travaillent dans les structures de soins vétérinaires, que ce soit les vétérinaires ou les auxiliaires, donc les ASV. Et s'il existe quelques données, elles sont très peu utiles, mais il n'y a surtout aucune donnée genrée. Donc nous ne disposons absolument pas de données sur la santé des femmes et la santé des hommes. Or, la profession vétérinaire s'est beaucoup féminisée. Et point extrêmement important, il n'existe aucune information sur la santé des ASV. Euh, Aujourd'hui, nous nous sommes donc intéressés avec cette initiative Vigiveto aux pathologies chroniques les plus fréquentes, mais surtout les plus impactantes dans la vie professionnelle. Et pour ça, une grande enquête a été lancée au début de l'année 2024 et des solutions sont régulièrement proposées sous forme de webinaire depuis 2025. Alors, c'est le quatrième webinaire. Je vous rappelle que, il y a déjà eu un webinaire sur l'endométriose et tout ce qui est lié aux problèmes de douleur comme les dysménorrhées, un webinaire sur les problèmes de fertilité et la PMA, un troisième webinaire consacré aux lombalgies et tous les problèmes liés à la pathologie du rachis. Ces trois webinaires sont disponibles sur le site du SNVEL sous forme de replay. Et nous sommes donc aujourd'hui au quatrième replay, au quatrième webinaire, pardon, qui sera lui aussi disponible en replay. Ce webinaire a lieu en direct, donc vous pouvez poser des questions et la dernière partie de ce webinaire sera consacrée aux réponses à vos questions. Alors, quelques résultats rapides de l'enquête Vigiveto. C'est une enquête importante qui a permis de recueillir des informations auprès de 1000 vétérinaires, dont 70% étaient des femmes,
plutôt jeunes, hein, deux tiers moins de 45 ans, euh, 30% donc des hommes, et cet échantillon est tout à fait représentatif de la profession vétérinaire. Chez les ASV, on avait essentiellement des femmes salariées, là aussi une population plutôt jeune, avec 77% de moins de 45 ans. La première question qui était posée à toutes ces personnes, c'est êtes-vous en bonne santé? Sentez-vous en bonne santé? Oui, la profession vétérinaire globalement s'estime en bonne santé puisque vous le voyez chez les hommes, 81% des hommes, ce sont essentiellement donc des vétérinaires, estiment qu'ils sont en bonne santé. Chez les femmes, c'est un tout petit peu inférieur puisqu'on est à 73% de la population des femmes qui déclarent être en bonne santé. La deuxième question qu'on leur posait, c'est souffrez-vous d'une maladie chronique? Est-ce que vous souffrez régulièrement et depuis plus d'un an d'une pathologie chronique? Là, on a des chiffres un petit peu différents puisque 26% des hommes déclarent souffrir d'une pathologie chronique. Donc 26% pour les hommes, 23% pour les femmes et pour les ASV, on est à 21-22%. Donc voilà. Si on fait le décompte de ces pathologies qui sont donc déclarées. Chez les hommes, les maladies cardiovasculaires, puisque c'est ce qui nous importe aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires arrivent en deuxième position, juste après les pathologies rhumatismales, qu'elles soient TMS ou dorsalgie. Chez les femmes, les choses sont très différentes puisque vous le voyez, chez les femmes, les pathologies cardiovasculaires ne sont citées qu'en huitième position, avec un très faible chiffre de déclaration. Et parmi ces maladies cardiovasculaires arrivent très largement en tête l'hypertension artérielle, les troubles du rythme et l'hypercholestérolémie. Si on fait le constat de tout ça, on se rend compte très très vite que chez les femmes qui travaillent dans les structures de soins vétérinaires, qu'elles soient vétérinaires ou ASV, les pathologies cardiovasculaires sont sous-déclarées. Évident, il y en a un nombre très faible qui a été déclaré au cours de l'enquête. Elles sont ignorées, sous-reconnues très probablement, sous-diagnostiquées sûrement, et sûrement aussi sous-traitées. Pourquoi? Et surtout, quelles sont les conséquences et que pouvons-nous faire ou devons-nous faire? Et c'est ce qui va vous être présenté tout de suite par le professeur Engoulevent et le docteur Sublet. Je vous cède la parole. J'arrête le partage. Théodora, je vous laisse Merci, prendre merci la main. Yannick. Merci. Donc j'ai le plaisir, donc si vous voyez ma présentation, de faire cette présentation avec ma collègue Marie-Lucie Lopé-Sublé, qui est interniste. Moi, je suis cardiologue de formation et nous sommes toutes les deux donc président, vice-président de la Société française d'hypertension artérielle, qui est une filiale de la Société française de cardiologie. Et nous nous intéressons bien entendu à l'hypertension artérielle, mais également aux autres facteurs de risque. Et on va voir que c'est euh, euh, plusieurs facteurs de risque qui vont contribuer au risque cardiovasculaire, que ce soit des facteurs non liés au sexe ou des facteurs liés au sexe, pour expliquer ce risque chez la femme. Donc sans plus tarder, je vais commencer cette présentation pour parler donc de la santé cardiovasculaire de la femme, qui est un phénomène à la mode. Et vous allez voir pourquoi. Marie-Lucie. Merci beaucoup, merci encore une fois pour cette invitation et sans plus tarder, discutons donc de ce phénomène qu'on a l'impression qui est à la mode et qui finalement n'est pas vraiment à la mode et c'est quelque chose qui ça fait déjà plus de 30 ans qu'on en parle et en particulier aux États-Unis avec ce fameux syndrome de Gentle, peut-être certains d'entre vous l'ont entendu. Une cardiologue directrice de la National Institute of Health aux États-Unis, Madame Haley, s'était intéressée à cette problématique et avait mis en évidence qu'il existait il y a quelques années donc un biais sexiste face au syndrome coronaire aigu
chez des femmes américaines qui étaient moins souvent hospitalisées que les hommes et avaient probablement moins des examens invasifs au moment d'un syndrome coronarien. Et cette publication de New England faisait état de ce constat et que par la suite, bien évidemment, des études ont permis de débroussailler cette question, qui était une question qui même a été amenée dans le, on va dire dans le grand écran au cinéma aux États-Unis dans les années 80, où ce film qui s'appelait Gentle faisait un focus sur l'accès à l'éducation pour les femmes et un certain nombre d'entre elles, notamment juives, devaient se déguiser en homme pour pouvoir aller à la faculté. Et donc, ça avait fait un état des lieux de cette problématique il y a quelques années. Diapositive suivante. Donc, comme Marie-Lucie vous l'a dit, ce biais sexiste fait qu'aujourd'hui, on considère que la maladie cardiovasculaire est sous-reconnue, comme l'a dit également Annick, sous-étudiée, sous-diagnostiquée et sous-traitée. Et les dernières données qui sortent de l'Europe montrent que plus de femmes meurent de maladies cardiovasculaires que les hommes, puisque vous voyez que 37% des décès chez les femmes sont liés à une maladie cardiovasculaire, alors que c'est seulement 31% chez les hommes, beaucoup plus que les cancers. On estime aussi que la mortalité par maladie cardiovasculaire est 4 à 8 fois plus importante que celle par cancer du sein, par exemple, ce qui est une des craintes des femmes. Et ça, ce sont des données, bon, un exemple est donné ici, notamment nord-américaine, où vous voyez qu'entre 1980 et 2009, il persiste, même si ça baisse un petit peu ce ratio, il persiste une surmortalité par maladie cardiovasculaire comparativement au cancer du sein. Il y a donc aux États-Unis avaient été lancées des alertes, notamment pour l'année 2030, pour essayer de combattre toute cette problématique de méconnaissance, on va dire, des maladies cardiovasculaires. Et en France, il y a eu ce programme de surveillance Cosmote qui a été mené par Santé publique France et qui vous montre donc quelle était la mortalité prématurée par maladie cardiovasculaire chez les femmes. Et vous voyez ici les deux grandes maladies, cardiaque et ischémique en orange et verte, maladie vasculaire et cérébrale. Et vous voyez qu'en fonction du métier qui est exercé, et les ouvrières ont 3 fois plus de chances que les cadres à avoir ce type de maladie. Diapositive suivante. Et dans celle-ci, vous avez également les disparités selon les secteurs d'activité, toujours dans ces données des Santé publique France, avec cette mortalité prématurée des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Et vous voyez que c'est les métiers d'hôtel et des restaurants, d'industrie manufacturière et aussi des santé et d'action sociale qui sont impactés. Et cette présentation qui avait été menée aussi à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui compte parmi ces professionnels de santé, 70% des femmes sont réellement impactées par ça et c'est important à le tenir en compte. Alors, on a vu tout à l'heure, quand Annick a présenté l'enquête, que la maladie qui ressort le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle. Et en effet, l'hypertension artérielle est une porte d'entrée majeure dans le risque cardiovasculaire chez la femme. L'hypertension artérielle, avec le vieillissement de la population et finalement des habitudes de vie qui sont de moins en moins saines d'une certaine façon, augmente. Et augmente dans le monde, sous toutes ses formes, que ce soit parce qu'il y a une partie des hypertensions qui ne sont pas diagnostiquées, qui existent, et on s'aperçoit à un moment donné à une complication. Donc, que ce soit la non diagnostiquée, la contrôlée, ça augmente au cours du temps dans le monde. Chez la femme, on a une particularité, c'est que la femme, bon, la pression artérielle va augmenter à la puberté, va rester relativement stable, vous voyez ici en rouge, et va recommencer à augmenter à partir de 35 ans à peu près, 35-40 ans, et va dépasser même la pression chez les hommes quand on regarde en population au-delà de 65 ans. Et donc, on s'aperçoit, quand on fait des statistiques, une femme sur deux après 50 ans a une hypertension artérielle et 3 femmes sur 4 après 65 ans. Et ça représente la première cause de mortalité chez la femme. Une pression artérielle systolique, c'est-à-dire le premier chiffre élevé, est un facteur de risque, le premier facteur de risque évitable chez la femme. Chez l'homme, c'est plutôt le tabac. La pression arrive en deuxième position.
En France, c'est l'enquête Esteban qui a fait l'état des lieux avec, vous voyez, deux enquêtes, une en 2006 et une en 2015, qui s'est intéressé à la prévalence de l'hypertension artérielle. On estime aujourd'hui qu'environ 30% des Français ont une hypertension. Ça fait à peu près un Français sur trois, 17 millions de Français. C'est beaucoup. Dans ces Français, une grande partie l'ignorent, une grande partie ne sont pas traités ou ne sont pas contrôlés. Ce qui revient à ce que finalement, très peu de ces patients hypertendus sont traités et contrôlés. Et quand on regarde entre 2006 et 2015, vous voyez chez les hommes c'est à gauche et chez les femmes c'est à droite. À gauche, c'est la connaissance et le schéma de droite, c'est le contrôle de l'hypertension artérielle. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a non seulement pas de diminution de la prévalence ni du dépistage, mais qu'il n'y a aucune amélioration non plus de la prise en charge de l'hypertension artérielle, notamment chez les femmes, avec moins de formes traitées, connues traitées, et moins de formes contrôlées chez les femmes que chez les hommes. Donc, on va parler d'un risque cardiovasculaire chez les femmes. Est-ce que c'est chez toutes les femmes? Quel est ce risque cardiovasculaire? Alors, quand on parle de risque cardiovasculaire, on parle d'événements. C'est quoi? C'est je fais un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral ou j'ai une artérie des membres inférieurs ou je développe une maladie rénale chronique avec une protéinurie, une insuffisance rénale. Toutes ces maladies ont une cause, ont plusieurs causes bien entendu, mais l'hypertension et les autres facteurs de risque contribuent. Et donc quand on parle de risque cardiovasculaire, c'est le risque de faire un ou plusieurs de ces événements. Donc dans cette enquête Esteban, on a interrogé les patients qui avaient une hypertension et vous voyez que seulement 38% avaient que l'hypertension qui était présente, mais que 60%, pratiquement un peu plus de 60%, avaient au moins un autre, voire plusieurs autres facteurs de risque de maladie. Et ces facteurs de risque, c'est finalement quoi? C'est la sédentarité, c'est l'obésité, c'est le tabagisme et le diabète. Et plusieurs publications ont montré que ces facteurs de risque, quand ils sont présents, chez les patients qui ont une hypertension, non seulement ils augmentent encore plus le risque, mais ils augmentent différemment lorsqu'on est une femme et un homme. Avec leur présence chez la femme fait qu'elle sera plus à risque relatif de faire un événement que les hommes. Et ça, c'est valable pour tous ces facteurs. Et donc, si on s'intéresse aujourd'hui aux réelles variables qui différencient les sexes et les conséquences cardiovasculaires de l'hypertension, de l'obésité, du diabète, ce qui est important de connaître chez la femme, c'est donc tout le long de sa vie, les moments clés auxquels les variables sexuées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les facteurs externes, tout ce qui est genre, le rôle, les relations de l'environnement, les déterminants sociaux, y compris les décisions politiques et lignes directrices, vont jouer sur ces trois aspects, enfin sur ces aspects de la vie d'une femme, mais également aussi les variables biologiques et en particulier génétiques, hormonales, physiologiques. Et donc, diapositive suivante, vous verrez qu'il y a trois moments importants dans la vie d'une femme qui sont finalement à bien retenir pour prévenir les complications. La première qui nous différencie des hommes, c'est bien évidemment la prescription de la première contraception chez la femme, et en particulier quand elle est hypertendue. Pouvoir dire qu'une patiente est bien contrôlée ou pas bien contrôlée et qu'en fonction de ce contrôle tensionnel, nous pouvons ou pas contre-indiquer de façon formelle les contraceptifs ostroprogestatifs chez la femme hypertendue, c'est quelque chose d'important qu'il faut retenir, non seulement pour soi-même, mais également pour les gens qui nous entourent. Premier aspect. Diapositive suivante. Deuxième aspect qui différencie bien sûr les hommes des femmes, c'est la grossesse. Un moment extrêmement important auquel les facteurs de risque cardiovasculaire classiques vont s'ajouter et vont aggraver ou peuvent aggraver le déroulement d'une grossesse ou la développer pendant la grossesse. HTA, obésité, diabète, maladie rénale, on y reviendra, mais également l'âge, la dyslipidémie familiale ou génétique, ce sont des facteurs importants. Et donc, arriver avec ces maladies ou les développer pendant la grossesse vont augmenter ce risque. Et vous voyez ici, l'HTA, le diabète, la maladie coronaire ou l'insuffisance cardiaque multiplient
ces facteurs de risque de façon exponentielle, fois 2, fois 4, en fonction de ce risque, mais il y a d'autres comme la fibrillation atriale, la maladie rénale ou la dyslipidémie. Et vous voyez que finalement, à court, moyen et long terme, il y a des complications liées à ces facteurs de risque, que ça soit pendant la grossesse, la prééclampsie, les infarctus, les décès pendant cette grossesse, mais également à moyen et long terme, y compris chez les enfants des femmes hypertendues qui ont ces enfants aussi des risques de devenir eux-mêmes hypertendus à l'âge adulte. Et donc le traitement, les médicaments, la prévention et en particulier de l'activité physique dont on va vous en parler, ce sont des choses extrêmement importantes pour le suivi impératif et pour la prévention. Alors, une petite parenthèse sur la grossesse et l'exercice physique, parce que l'hypertension artérielle et les facteurs de risque, c'est bien de les traiter, mais il y a des moyens de les prévenir. Et une des façons de prévenir, c'est d'avoir un mode de vie sain, une alimentation saine, mais aussi de faire de l'exercice physique. Et l'exercice physique est aujourd'hui recommandé. Vous voyez, il y a des recommandations de 2020 qui mettent en exergue l'importance de l'exercice physique pendant la grossesse. Bien sûr, c'est des exercices physiques modérés. On ne va pas se mettre à faire un marathon, mais des exercices physiques absolument habituels, la marche à pied, le vélo fixe, pour pas risquer de tomber, des exercices aérobies, la danse, des exercices dans l'eau, tout ça, c'est permis pendant la grossesse. Ces exercices permettent de réduire la prise de poids excessive, de réduire le risque de survenue de grossesse ou de diabète, d'avoir un accouchement prématuré, d'avoir une césarienne ou un petit poids de naissance. Donc, ils ont des effets bénéfiques. Bien sûr, il y a des signes d'alerte, mais c'est du bon sens finalement. Il ne faut pas pousser trop fort, mais tout exercice physique modéré doit être maintenu le plus longtemps pendant la grossesse pour prévenir un certain nombre de ces complications. Et puis le troisième moment dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Et au moment de la ménopause, la chute des hormones sexuelles féminines va faire qu'on va avoir des changements hormonaux importants, avec des changements d'abord au niveau du système nerveux central, de la façon dont on ressent la satiété, donc ce qui influence la prise alimentaire, des facteurs qui vont influencer le sommeil, avec, vous savez qu'on a tous une horloge interne, ce qui fait, qui nous guide, qui guide non seulement nos tissus, mais aussi notre vie est rythmée par cette horloge, et donc qui est déréglée, désynchronisée. On va avoir des effets, des modifications de nos vaisseaux qui vont nous exposer à un risque plus important d'hypertension artérielle, l'adiposité, la prise de poids, des modifications de la sensibilité à l'insuline qui vont faire que ces effets métaboliques vont se traduire par une augmentation du cholestérol, une augmentation de l'obésité ou du risque de diabète. Et ce qui fait qu'à la ménopause, ce risque cardiovasculaire va augmenter progressivement et va attraper d'une certaine façon, alors que la femme, entre guillemets, elle était un petit peu protégée par ses hormones sexuelles pendant la vie, avant la ménopause, ce risque va augmenter, va rattraper celui de l'homme. Et la prescription du coup du traitement hormonal substitutif de la ménopause va être guidée finalement, d'une part par ces indications, et aujourd'hui on a deux indications reconnues, d'abord les symptômes invalidants ou l'atrophie vulvovaginale ou les syndromes génito-urinaires, et puis le deuxième indication, c'est l'ostéoporose. Et d'une part, donc les indications, et d'autre part, le risque cardiovasculaire, puisqu'on a vu que la pression augmente après 40 ans, le cholestérol à l'approche de la ménopause, donc la femme va avoir un risque cardiovasculaire plus important, et c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser et faire un bilan de la santé de la femme pour savoir si on va ou pas autoriser ou, ce traitement hormonal. C'est clair que les femmes qui vont être à risque cardiovasculaire élevé, c'est globalement les femmes qui vont déjà avoir de l'athérosclérose, on va avoir plutôt une contre-indication à ce traitement, alors que si la femme n'a pas ou peu de facteurs de risque qui sont maîtrisés et qu'elle n'a pas de conséquences artérielles, on va pouvoir l'autoriser majoritaire. Enfin, en France, c'est quasiment tout le temps du traitement par voie percutanée, des estrogènes, de la progestérone par voie percutanée. Et donc, les mesures hygiénétiques, elles sont valables non seulement au moment de la ménopause où il y a ce dérèglement hormonal, mais elles sont valables tout le long de la vie pour prévenir l'obésité, pour prévenir l'hypertension, pour prévenir le diabète.
Et ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est maintenir un poids normal avec un IMC inférieur à 25, c'est d'avoir une alimentation moins salée, on sale beaucoup trop, la consommation recommandée moins de 5 grammes de sel par jour, et la population française, elle est plutôt au-dessus de 8 à 10, donc vous voyez, deux fois plus. Plus de légumes, d'aliments riches en potassium. Il y a une fiche alimentaire qui est disponible sur notre site à ce sujet. Moins d'alcool, le moins possible. On vient de passer Dry January, mais c'est des règles qu'on peut implémenter tout le long de l'année. Et plus d'exercice physique. On recommande aujourd'hui de faire au moins 3 séances d'exercice par semaine, puisque les bénéfices de l'exercice en termes de vasodilatation vont persister 36 heures, 48 heures. Donc faire tous les 2 jours à peu près dans la semaine, c'est ce qui est recommandé. Et tous ces effets sont additifs, sont bénéfiques sur le plan des facteurs de risque, et notamment au niveau de la pression artérielle. Donc, il est important de dépister et traiter les maladies cardiovasculaires. C'est un vrai défi chez la femme parce que on voit, Annick l'a bien dit, les femmes parlent moins, elles se soignent moins, elles prennent plus soin de leur famille avant de se soigner elles. Et donc, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas que les cardiologues qui doivent s'intéresser à la maladie cardiovasculaire, mais que finalement, tous les professionnels de santé et en particulier la communauté médicale doit être en lien autour de cette partie aussi gynéco-obstétrique qui est importante. Et on voit bien qu'une femme qui aurait éventuellement déjà des risques cardiovasculaires avant de rentrer à la grossesse, hypertension, obésité, dyslipidémie, insuffisance, résistance à l'insuline, peut finalement déclencher davantage une mauvaise adaptation cardiovasculaire pendant la grossesse et développer justement toutes les complications de ces désordres hypertensifs de la grossesse, mais pas que. Il y a également le diabète gestationnel, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent malheureusement apparaître. Et bien évidemment, la persistance de cette dysfonction, et en particulier endothéliale, l'inflammation, tous ces facteurs multifactoriels vont augmenter notre risque en fonction de l'âge et donc être à la cause des complications comme l'AVC, la coronaropathie ou la maladie cardiovasculaire en général. Et du coup, on peut s'interroger aujourd'hui quels sont ou comment on peut faire pour dépister ces risques cardiovasculaires et s'interroger soi-même sur quels sont les risques cardiovasculaires classiques, et on vient de les évoquer à différentes reprises. Je pourrais peut-être rajouter simplement de aussi garder à l'esprit le fait d'avoir des antécédents familiaux, notamment d'infarctus chez un sujet jeune, que ce soit en ligne directe, est important à garder en tête, mais également les risques spécifiques de la femme, l'hypertension gravidique, on vient de le dire, mais la ménopause précoce avant 45 ans, c'est quelque chose d'important dans ses antécédents, le diabète gestationnel. Et des choses qui ressortent aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature qui vient d'être publiée sur le risque de la partie inflammatoire des syndromes des ovaires polykystiques, par exemple, ou de l'endométriose. Diapositive suivante. Et on peut aujourd'hui énumérer un certain nombre des risques émergents qui sont en cours d'analyse, des publications, et de se dire, est-ce que il y a aussi d'autres choses dont il faut s'intéresser dans sa vie de tous les jours? Et ça peut toucher les femmes jeunes, la migraine avec aura, les maladies inflammatoires et auto-immunes qui sont aussi très fréquentes chez la femme jeune, l'endométriose dont je vous ai parlé, mais il y a d'autres choses qui sont moins connues, la dépression, le retard des croissances intra-utérines des enfants, l'accouchement prématuré, mais aussi d'autres choses beaucoup moins faciles à voir, à diagnostiquer, les facteurs psychologiques, les abus, les intimidations, les violences, la précarité, et on l'a bien vu au départ avec des métiers à risque, notamment les ouvrières, l'ignorance en santé, et je crois que ça aussi, ça fait partie des choses graves, de pas connaître à quoi on est amené finalement à avoir des maladies, et les risques environnementaux, on vient de le dire. Et donc, on va parler de la maladie cardiovasculaire et maladie coronaire. Donc, les coronaires, ce sont les vaisseaux qui irriguent le cœur. Et vous savez qu'on a
beaucoup parlé ces dernières années, notamment à l'initiative de la Fédération française de cardiologie, puis du professeur Mounier-Veillé avec Agir pour le cœur des femmes. On va voir quelques diapositives à la fin. Du fait que les symptômes chez la femme, pour expliquer, si vous voulez, ces discordances, on a commencé la présentation par dire que on a ignoré la maladie cardiovasculaire chez les femmes. Les femmes, on ne considérait pas que les femmes pouvaient avoir un infarctus. Et donc, on l'a ignoré très longtemps. Et pour l'expliquer, ben, on s'est dit, les femmes ont des symptômes différents que les hommes. C'est pas la douleur dans la poitrine, ça peut être un étourdissement, ça peut être une brûlure d'estomac, des nausées, ou une fatigue, ou des sueurs, ou des symptômes qui ne font pas penser à un infarctus. Mais en fait, une enquête française, une cohorte de femmes jeunes qui ont présenté un infarctus du myocarde a montré qu'en réalité, quand on interroge ces femmes, plus de 9 femmes sur 10 a eu une douleur dans la poitrine. C'est simplement qu'elle a ignoré. Plus de 90% ont une douleur dans la poitrine. Et ces femmes jeunes, aujourd'hui, et c'est fréquent de voir des infarctus chez des femmes de 35-40 ans, alors que ce n'était pas le cas, bien moins le cas auparavant. Et le facteur ou les facteurs principaux, vous les voyez en rouge, les femmes jeunes ont des facteurs de risque, le tabagisme qui augmente et la pilule contraceptive. On le retrouve, vous voyez, dans beaucoup de ces cas d'infarctus chez les femmes jeunes. En plus des facteurs d'antécédents familiaux, comme vous l'a dit Marie-Lucie, notamment chez les parents de premier degré, c'est-à-dire les propres parents, les frères et sœurs ou éventuellement les enfants. Mais pour les femmes jeunes, ça compte pas. Et aussi, la Marie-Lucie vous l'a dit, 31% de ces femmes avaient eu des complications dans la grossesse, c'est-à-dire une hypertension, un diabète, et 55% avaient eu un stress émotionnel. Donc le tabac, c'est important. Le tabac, et vous voyez ici à gauche, c'est des données françaises de prévalence du tabagisme, avec une grande diminution du tabagisme chez les hommes et qui continue de décroître. Vous voyez, on est tombé en dessous de 30% en 2019, alors que le tabagisme chez la femme, qui était faible, a augmenté et s'est stabilisé, ne diminue pas vraiment au cours du temps. Et ce tabagisme, les conséquences du tabagisme chez les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, est beaucoup plus important, ces conséquences, que chez les hommes. Vous voyez, le risque de faire un AVC chez les hommes est multiplié par le tabac à 1,64. Par contre, chez la femme, 2,16. Pour l'infarctus, vous voyez chez l'homme 2,04, chez l'homme 2,84. Donc beaucoup plus, l'impact du tabagisme est plus important chez la femme que chez l'homme. Les principaux risques liés au tabac, c'est, on a vu donc la maladie coronaire infarctus, l'AVC, mais aussi la maladie artérielle périphérique. Et ça, c'est valable non seulement pendant les années où on fume, mais également, vous voyez, à distance de l'arrêt du tabagisme. On peut en souffrir bien après l'arrêt du tabagisme. Le diabète, il est aussi beaucoup plus dangereux que chez la femme que chez l'homme. Et ça, c'est des données très anciennes de une cohorte nord-américaine à Framingham qui avait déjà montré que lorsque un homme a un diabète, bah, ça multiplie le risque de maladie cardiovasculaire par 2, mais lorsqu'une femme a un diabète, ça multiplie le risque cardiovasculaire par 3. Et ça a été démontré sur plusieurs cohortes pour différentes raisons, parce que l'impact des différents facteurs du diabète sont beaucoup plus impactants chez la femme que chez l'homme. Il ne faut pas négliger le cholestérol, on en a parlé. Le cholestérol, notamment, est influencé par le sexe féminin. Et après la ménopause, et vous voyez ici ce graphique qui illustre exactement ça, le point de croisement des courbes, c'est 50 ans, c'est l'âge de la ménopause. Et vous voyez que chez la femme, il continue d'augmenter après la ménopause. D'une part, d'autre part, à taux de cholestérol égal, les femmes ont plus de risques de maladie que les hommes. Et c'est exactement ce que montre cette courbe à droite, avec les points rouges, ce sont les femmes, les risques relatifs des femmes, et les points bleus, ce sont les hommes. Et vous voyez que pour toutes les maladies, que ce soit infarctus, maladie coronaire en général, décès cardiovasculaire ou décès toute cause, le cholestérol est beaucoup plus impactant sur le risque que chez les femmes que chez les hommes. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un cholestérol chez une femme qui est le même que chez l'homme, bah, il faut être probablement plus agressif, traiter plus tôt et plus agressivement ce cholestérol chez les femmes que chez l'homme. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le surpoids et l'obésité, là aussi, c'est une maladie qui augmente, dont la prévalence augmente pareillement, hein, comme l'hypertension, les deux choses étant probablement liées, avec une
épidémie d'obésité aujourd'hui qui va entraîner beaucoup de modifications physiologiques, de l'inflammation. La graisse elle-même va être impactante sur le risque cardiovasculaire et qui augmente le risque cardiovasculaire. Vous voyez toutes les complications qui sont rapportées en rapport avec l'obésité et je vais signaler en plus des classiques, l'arythmie, la mort subite, l'insuffisance cardiaque, le syndrome d'apnée du sommeil et bien d'autres troubles en dehors du cardiovasculaire, dont les cancers. Les maladies valvulaires sont aussi impactées par l'obésité. Et là, ce graphique vous montre en une échelle log le risque d'insuffisance cardiaque avec, ici on a un poids normal, un IMC à 25, et à partir de 30, vous voyez, plus l'obésité augmente, plus ce risque cardiovasculaire augmente. À un IMC à 35, on a quasiment 10 fois plus, puisque c'est une échelle log, d'insuffisance cardiaque qu'un IMC normal. Et dès lors, l'Académie des médecines s'est emparée de cette problématique et en particulier de l'infarctus chez la femme pour rendre des recommandations par rapport à cette inégalité des prises en charge. Et vous voyez qu'il souligne le fait qu'il y a 30 minutes de plus de retard par rapport à la prise en charge d'une femme qui a des symptômes et qui va contacter la communauté médicale, que ce soit par les urgences ou par les généralistes. Il y a un retard pour arriver à la revascularisation avec une mortalité qui est impactée, 9,6% versus 39% pour les hommes, que le mode de traitement optimal peut être moins bien donné et en particulier l'accès à la réadaptation après un infarctus. Les facteurs sociétaux, et c'est-à-dire cette perception que Théodora vous a bien expliqué sur l'infarctus, la douleur au niveau de la poitrine et le fait de dire que les hommes sont plus impactés que les femmes, finalement c'est faux. Et que, en fin de compte, la vraie problématique, c'est qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les études cardiovasculaires. Et aujourd'hui, ce webinaire, comme bien sûr ces recommandations, tente à sensibiliser l'importance de cette maladie cardiovasculaire, la formation par les professionnels de santé à ces particularités féminines, à élaborer des protocoles de soins, à sensibiliser par rapport à cet infarctus qui n'est pas finalement si différent que celui de l'homme, mais surtout à aider à la recherche et à essayer de inviter davantage le public féminin à participer, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne connaît pas les particularités des femmes si nous-mêmes nous participons pas à cette recherche. Diapositive suivante. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le ministère de la Santé et l'assurance maladie ont dicté un certain nombre de consultations auxquelles vous devez ou vous pouvez avoir accès via votre espace Amélie, votre espace santé. Donc, dépister la maladie cardiovasculaire, et Théodora vous a bien dit combien l'hypertension artérielle est facile à prendre en charge et probablement la plus importante la plus fréquente parmi les autres. Ce sont ces 4 consultations longues avec votre médecin traitant qui sont gratuites, entre 30 et 45 minutes, en fonction des tranches d'âge, et vous l'avez compris combien ces tranches d'âge sont importantes. Les consultations cardiovasculaires qui peuvent être à prévoir après 45 ans, et en particulier pour la reprise de l'activité physique, et si symptômes encore plus, avec un courrier du médecin traitant. Et bien évidemment, les 3 moments clés qu'on a développés avec vous, c'est-à-dire ce moment particulier des contraceptions chez une femme jeune, et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais je crois que l'auditoire des vétérinaires est un auditoire des femmes jeunes. Donc, vous devez être vraiment à l'écoute de votre corps, à se dire, quand c'est que j'arrête de fumer? Est-ce que j'ai de la migraine? Est-ce que j'ai de l'hypertension? On m'a dit que j'ai de la tension, mais en fait, je l'ai pas pris en charge. La dyslipidémie, le diabète non contrôlé, la prise de poids, la prévention secondaire des cardiopathies congénitales pour celles qui éventuellement pourraient en avoir, les antécédents familiaux, j'y reviendrai pas, et la première consultation longue qui est remboursée. Ça c'est important. Les femmes en âge de progrès, et ça je vais pas me substituer à la prise en charge obstétricale des sages-femmes qui est en général bien faite en France, mais c'est surtout de surveiller cette prise de poids, l'équilibre et la lutte contre le tabac et contre l'alcool, et cette consultation préconceptionnelle qui est particulièrement importante chez la femme avec une hypertension et qui permettra de préparer au mieux cette grossesse.
Et enfin, la périménopause dont Théodora vous en a parlé. Et je crois qu'aujourd'hui, pour celles qui sont dans cette phase, être conscient qu'on va prendre du poids, qu'on aura une augmentation de la glycémie, qu'on a une augmentation du bilan lipidique, qu'on a une augmentation de la pression artérielle, ce n'est plus un secret, ça ne doit pas être un secret. Et donc, du coup, consulter pour avoir ce suivi des maladies cardiovasculaires, mais également aussi ce bénéfice-risque du traitement hormonal, savoir qui peut en bénéficier. Et donc, quels sont les réflexes que nous devons partager? Je crois qu'aujourd'hui, ce webinaire en témoigne de l'importance de la communication. Et comme Théodora l'a dit, vous avez ici quelques brochures qui est Agir pour le cœur des femmes, qui est une fondation qui s'est intéressée particulièrement aux femmes enceintes et qui est une, on va dire, une communauté qui fait partie intégrante du travail de la Société française d'hypertension artérielle, qui est de dire qu'est-ce qu'un facteur de risque, est-ce que les maladies cardiovasculaires sont vraiment importantes, est-ce qu'elles tuent vraiment 200 femmes en France tous les jours, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux lutter. Ce sont des choses que vous pouvez télécharger sur le site d'Agir pour le cœur des femmes. Et aujourd'hui, la Société française d'hypertension artérielle, via le travail de la présidence de Théodora, ça a été de s'inscrire auprès d'Amélie, auprès de l'assurance maladie, et de dire, est-ce que je peux avoir des brochures facilement disponibles? Comment je peux connaître quels sont les facteurs de risque? Comment je peux me tester? Et je crois que la meilleure façon de se tester, c'est en prenant sa tension, en apprenant son poids, sa taille et sa tension. Quelle est ma tension? Et pour cela, on a des relevés d'automesure tensionnelle qui sont téléchargeables et qui peuvent vous aider à prendre votre mesure à la maison 3 fois le matin, 3 fois le soir, sur 3 jours consécutifs, et de se dire, je suis à risque, je fume, je suis en surpoids, je vais prendre ma tension, et la prochaine fois que j'irai voir mon médecin, je vais lui présenter mon automesure, et il me dira si oui ou non, je suis à risque. Je vous laisse conclure, Théodora. Non, non, je te laisse finir, Marie-Lucie, vas-y. Alors, cette conclusion, elle est tout à fait au clair sur le fait que la santé cardiovasculaire des femmes est aujourd'hui non optimale. Nous devons nous prendre en charge, et en particulier à partir des 40 ans. L'HTA, le diabète, le tabac, le cholestérol, oui, sont plus dangereux pour la femme que pour l'homme. Aujourd'hui, la femme dépasse l'homme à partir de la ménopause et doivent être considérées par tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, identifier les moments clés de la vie d'une femme sont très importants, non seulement pour la prévention, mais pour le dépistage. Et aujourd'hui, on doit les prendre en charge. Je crois qu'on a suffisamment dit, mais peut-être pas suffisamment, pour dire que la recherche doit nous permettre aujourd'hui de connaître ces moments particuliers, de les comparer peut-être aux hommes, et il ne s'agit pas de dire les hommes sont plus importants que les femmes ou les femmes plus importantes que l'homme. C'est simplement connaître ces particularités pour mieux les prendre en charge et pour mieux vivre à court, moyen et long terme. Merci beaucoup. Merci à vous. On n'a pas de questions. Oui, je crois que ça a été tellement... Ça a été Pourtant, très on a plus de gens connectés, 34. Euh, Mais peut-être qu'on peut discuter entre nous déjà, Théodora, par rapport aux questions qui nous ont été posées à la session précédente. Est-ce que tu pourrais peut-être récapituler ces questions qui nous ont été posées? Ça lancera le débat. Ouais, on a eu des questions notamment, pas tant que ça sur la contraception et les facteurs de risque ou la grossesse. On a plutôt eu des questions sur la ménopause finalement, les facteurs, les symptômes liés à la ménopause, la durée de la ménopause, ce traitement de la ménopause qui peut poser problème, qui a posé problème pendant longtemps. On avait dit qu'effectivement, la ménopause physiologique, donc comme l'a dit Marie-Lucie, c'est 1 an d'arrêt des règles, hein. Ça ne sert à rien de faire des dosages hormonaux. C'est 1 an d'arrêt des règles, c'est la définition de la ménopause, elle est clinique. Et à partir du moment où on est ménopausé,
bah, notre risque cardiovasculaire, déjà on a commencé avant, hein, à avoir la prise de poids, toutes ces modifications qu'on a parlé, ça a bien commencé avant, mais ça va s'accentuer et ça va augmenter en termes de risque cardiovasculaire après la ménopause. Et donc les symptômes liés à la ménopause, que sont ces bouffées vasomotrices qui peuvent être très... Ah, les arythmies augmentent le risque, les arythmies fréquentes. Alors, c'est une bonne question. On peut avoir beaucoup d'arythmies si elles sont, on va dire, sur un cœur sain. Non, ça n'augmente pas le risque. Si on a des extrasystoles, et tout le monde a des extrasystoles, vous savez, cette sensation un peu bizarre dans la poitrine, comme si le cœur s'arrête, ou il y a vraiment, c'est une sensation qui est assez bizarrement difficile à décrire, notamment les extrasystoles. Si l'échographie est normale, s'il n'y a pas de facteur de risque, il y a aucun risque. On peut donner des petits traitements, un petit peu de bêta-bloquant éventuellement si c'est gênant, mais ça n'augmente pas le risque. Par contre, si on fait de la vraie arythmie, c'est-à-dire l'arythmie complète par fibrillation atriale. Ça, par contre, oui, ça augmente les risques, pas le risque d'hypertension, mais ça augmente notamment le risque d'accident vasculaire cérébral. Et c'est pour ça, ça augmente aussi un petit peu le risque de cardiopathie rythmique. Et donc, ce sont effectivement, ces arythmies, on doit les prendre en considération avec importance, mettre un traitement antiarythmique, surtout, pardon, un traitement anticoagulant et suivre ces femmes. La ménopause, oui. Je ne sais pas ce que vous voulez. Donc la ménopause, effectivement, ce que je disais, c'est que si les symptômes sont très invalidants, vraiment, c'est-à-dire on n'arrive pas à dormir, la nuit on se lève 4 5 fois avec des bouffées de chaleur et qu'on ne dort pas et que ça devient gênant parce que le fait de ne pas dormir, ça a un impact sur le sommeil, et donc ça a un impact sur notre vie le lendemain. Et ça peut être un motif pour démarrer un traitement hormonal de la ménopause. Il faut en parler notamment avec votre gynéco parce que c'est eux qui sont le plus au courant sur les molécules, les manières. Mais l'objectif, c'est de démarrer à faible dose et de monter progressivement pour que les symptômes ne soient plus gênants. Donc là, ce qu'on dit, c'est la dose minimale nécessaire pour ne plus avoir de symptômes. Et on démarre ce traitement, on dit généralement avant 60 ans ou dans les 10 ans suivant la ménopause. Euh, Ça ne sert à rien de démarrer un traitement plus de 10 ans après la ménopause, parce qu'on a déjà les artères un peu abîmées, on a déjà, et donc probablement le risque est plus important. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez. Souffle Oh, mitral, il y oui, avait des questions avant. oui. Peut-être qu'on peut les traiter parce qu'il y en a de celles qui sont. Il y Pas avait au final les symptômes particuliers par rapport aux hommes. Non, les femmes ont mal pareillement que les hommes et les hommes aussi peuvent avoir des symptômes un peu bizarres. En réalité, oui, il y a peut-être des petites particularités, mais l'image que donne mon mari, parce que mon mari est aussi cardiologue, quand il parle de ça, c'est quand monsieur a mal dans la poitrine, madame va dire, oh là là, on va vite appeler les urgences et les pompiers. Mais quand madame a mal, monsieur va dire, chérie, je vais te faire une camomille. C'est-à-dire que clairement, l'impact sur notre société de ces symptômes est différent. C'est dans notre tête à nous qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas que la femme va faire un infarctus. Il vaut mieux alerter par excès, appeler par excès, que ne pas faire du tout. Il y avait une Laura, à ce autre. stade, excusez-moi, à ce stade, on a parlé de l'infarctus. Est-ce que les symptômes de l'AVC sont différents chez la femme et chez l'homme? Il n'y a pas de raison. Vraiment, il Non. n'y a pas de raison. Non. Ils sont pareils et les symptômes de l'AVC sont très pléiotropes, c'est-à-dire on a plein de symptômes différents, ça dépend où est situé l'AVC. Donc, on peut avoir un manque de mots, une aphasie, on peut avoir une main paresseuse, des petits fourmillements. Il vaut mieux, de façon générale, il vaut mieux alerter et consulter par excès plutôt que de le regretter par la suite. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que Théodora vient de dire et encore une fois, hein, il n'y a pas suffisamment d'études qui comparent les hommes et les femmes. Donc on est vraiment sur des thématiques qui ne sont pas clairement étayées. Vous voyez déjà 1990 jusqu'à ce jour pour pouvoir mettre en évidence que finalement la douleur thoracique elle est quand même bien vraie aussi chez les femmes. Donc il y a des choses qu'on méconnaît. Je voulais juste, il y a une autre question, Théodora, sur Oui. les arythmies et juste pour revenir sur les particularités
Et une fois qu'on a le trouble du rythme, comme Théodora l'a dit, il y a des études aujourd'hui qui se sont intéressées à connaître la quantité de graisse autour du cœur qui serait pourvoyeuse des troubles du rythme. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui en train de faire chemin et qui commencent à être publiées. Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail des critères pour l'évolutivité d'une arythmie, par exemple la fibrillation auriculaire qui est la plus connue, le fait d'être femme aggrave bien évidemment ce risque et donc bien évidemment le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Mais ce n'est pas tout à fait pareil que les arythmies qu'on appellerait des extrasystoles auriculaires ventriculaires qui peuvent être assez fréquentes chez la femme, jeune en particulier, et qui ne sont pas forcément synonymes des maladies. Voilà, mais peut-être Théodora que tu veux reprendre, il y a d'autres questions là. Oui, il y a d'autres questions, notamment sur les questions-réponses. Et quels sont les symptômes d'alerte d'un infarctus chez la femme? Ben, je pense qu'on l'a dit, c'est les mêmes que chez l'homme, c'est-à-dire la douleur dans la poitrine, le mal au ventre. Hein. Si c'est un infarctus inférieur, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des nausées et vomissements. Donc, et généralement, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut s'écouter parce que c'est inquiétant. C'est pas normal. La femme le ressent comme quelque chose de normal. Donc, il ne faut pas se rassurer et dire, ah non, c'est pas grave. Non. Si c'est inquiétant, il faut consulter. Donc, douleur dans la poitrine, essoufflement anormal, mal au ventre, douleur dans le dos, douleur dans le bras, dans la mâchoire, enfin, c'est des choses classiques. Il faut alerter et il faut donner l'alerte tout de suite. Y a-t-il des médicaments pour l'hypertension qui peuvent aider à réguler l'ostéoporose? Oui, notamment les diurétiques thiazidiques, l'indapamide, l'hydrochlorothiazide. Ce sont des médicaments qui vont avoir tendance à diminuer l'excrétion urinaire de calcium et donc maintenir un pôle calcique. Je ne dis pas que ça traite ou ça prévient l'ostéoporose, mais on va dire que ça joue en faveur. Et il y a des études qui ne sont pas tout à fait concluantes, mais qui montreraient que peut-être lorsqu'on prend ces traitements, on a peut-être moins de risques fracturaires. Mais ce n'est pas évident. Y a-t-il des effets secondaires marquants? Pardon, vas-y. Oui, il y avait une autre question avant, Théodora. Que faire en cas de souffle mitral apparu vers 45 ans? Ben, il faut faire une échographie cardiaque parce que la seule façon, ça peut être une rupture de pilier, ça peut être plein de choses, ça peut être tout simplement rien du tout. Si c'est un souffle fonctionnel, parce que je ne sais pas ce que c'est le souffle mitral, si c'est vraiment au foyer mitral, il faut faire une écho-cœur. Là, il n'y a pas de... Voilà, il faut faire une échographie cardiaque. Et on s'intéressera particulièrement, si c'est une femme, évidemment, en âge de procréation. Ça, pour le coup, voilà. Mais après 45 ans, comme vient d'être dit. Il y a une autre question aussi, Théodora, sur comment on fait, c'est un petit peu la fois précédente, on nous a posé la même question. C'est qu'est-ce qu'il faut donner comme consigne? Est-ce qu'il faut aller voir un cardiologue aux équipes? Et donc, tu avais répondu à la question sur la place du médecin généraliste, mais je te laisse, bien sûr. Oui, tout à fait. Et ces facteurs sont faciles finalement. Et ils sont pris en charge, l'hypertension artérielle par exemple, plus de 90% des hypertendus sont traités par le médecin généraliste. Donc, il faut aller voir son médecin, prendre la tension. Vous pouvez le faire avec un tensiomètre sur 3 jours. Marie-Lucie a montré le relevé d'automesure qui est téléchargeable sur Amélie. Vous pouvez le télécharger et suivre les recommandations et faire l'automesure. Si vous êtes en dessous de 120 de systolique, vous êtes bien. Si vous êtes entre 120 et 135, attention. Et si vous dépassez 135 en automesure ou 140 de systolique au cabinet, rouge. Euh, le médecin peut également vous faire faire une prise de sang. Et les choses classiques, c'est quoi? C'est une glycémie, un bilan lipidique, éventuellement d'autres dosages si vous avez de la tension. Mais avec ces choses simples, vous voyez glycémie et cholestérol, vous savez où vous êtes. Donc c'est assez facile. C'est des choses que vous pouvez faire au moins une fois, comme ça vous donne une idée où vous êtes. Je vois une autre question, La Théo. douleur, ouais. Fort douleur dans la poitrine depuis 2 ans. Bah, si ça dure depuis 2 ans, c'est par la force des choses, c'est que c'est pas probablement pas un infarctus. Mais si vous avez mal dans la poitrine, c'est pas que le cœur. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être du reflux, ça peut être des douleurs ostéo-musculaires, ça peut être plein de choses. Donc là,
c'est difficile, il faut consulter et faire un bilan. Et si vous ne trouvez rien, c'est que c'est probablement pas très grave. En cas de grossesse Juste par rapport à cette question, Théodora, et compléter un tout petit peu les choses. Encore une fois, soit vous avez plus de 45 ans et vous avez du risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, on préconise de faire ce qu'on appelle des coroscanners pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des coronaires. C'est des examens qu'on peut faire, qu'on peut en discuter avec le médecin traitant et le cardiologue, bien sûr. Si vous avez été en prise d'une douleur thoracique violente, grave, etc., dont vous avez encore souvenir et que vous avez des risques cardiovasculaires, oui, il faut s'intéresser même 2 ans plus tard. oui, Et aujourd'hui, on sait combien ça peut être intéressant parce que les artères coronaires des femmes sont complètement différentes à celles des hommes. Les hommes font plus de calcification que les femmes et les artères des femmes sont beaucoup plus petites que celles des hommes. Et donc, du coup, le coroscanner aujourd'hui est un examen qui a permis d'aller voir des arbres artériels beaucoup plus petits et de s'intéresser à cette maladie qui est particulière chez la femme. Donc, je vous conseillerais, bien sûr, oui. de consulter et bien sûr évoquer ça, mais c'est jamais tard. Oui, tout à fait. J'avais mal compris votre question. C'était la douleur il y a 2 ans. Oui, il faut consulter. Je pensais que c'est la douleur durait ou revenait depuis 2 ans. La répétition est probablement pas un critère de moindre gravité, mais si c'était une fois il y a 2 ans, oui, ce n'est jamais tard de consulter pour faire le bilan cardiovasculaire. En cas de grossesse tardive, les précédents ont donné lieu à un récit à une césarienne. En cas de grossesse tardive. Alors, j'arrive pas à comprendre. La prise en charge classique, dépistage diabète, protéinurie et mesures tensionnelles est-elle suffisante? Euh, Qu'est-ce que vous entendez par grossesse tardive? Excusez-moi, parce que moi non plus, j'ai du mal. vous pouvez prendre la parole, peut-être, non? Le message grossesse à 39 ans, et dire grossesse après 40 ans, grossesse à 39 ans. Les Comment précédents. suivre une grossesse à 39 ans? Bah, ça, le suivi de la grossesse, c'est pas les cardiologues ou les internistes, ce sont les obstétriciens qui le font. Et effectivement, si la personne a des maladies, dans ce cas, ça sera un suivi qui sera complété par le spécialiste. Mais effectivement, l'âge va augmenter le risque de complications éventuellement, mais pas forcément d'hypertension gravidique, qui est celle qui apparaît au-delà de 20 semaines. Marie-Lucie, tu m'interromps, qui est plutôt la pathologie de la primipare. Alors, ça peut être une primipare à 39 ans, mais le suivi pendant la grossesse est du domaine de l'obstétricien. Mais toutes les règles qu'on a données de mesures hygiéno-diététiques, de mesures de la pression, protéinurie, bien entendu, on fait du dépistage aujourd'hui du diabète, effectivement, toutes ces mesures doivent être faites et la prise en charge doit être adaptée à ce qu'on trouve. Je ne Je- crois pas qu'il y a des spécificités de suivi, en tout cas, de la grossesse tardive par rapport à précoce. Oui, oui, bien En d'accord, dehors, hein, en dehors peut-être du Théo. dépistage, en dehors peut-être du dépistage des malformations, de la trisomie ou des choses comme ça, mais Oui, non, juste pour compléter peut-être cette question-là, on sait qu'à partir des 35 ans, la production physiologique des hormones diminue. Il faut le savoir, hein, parce que les gens pensent qu'on devient vieille à 45 ans, mais c'est pas vrai. Hein, c'est 35 ans, on commence déjà à voir, voilà, une réduction physiologique des hormones. Et donc, on sait très bien qu'à partir des 40 ans, une grossesse peut être considérée un risque. Pourquoi? Parce qu'on peut développer plus facilement une mauvaise perfusion de la placenta. Donc, dans 9 ans, on est à la limite. Et donc, du coup, oui, si vous avez eu en plus des problèmes pendant les grossesses précédentes et que vous pouvez et vous souhaitez ou vous êtes, vous voulez une troisième grossesse ou je ne sais pas quoi, oui, bien sûr, il va falloir un suivi et une prise en charge peut-être un tout petit peu plus rapprochée parce que à partir des 40 ans, mais ça c'est tout le monde, on peut avoir plus de risques. Je ne sais pas si on répond avec Théodora et moi votre question, mais voilà ce que je pouvais mettre en avant. et juste pour répondre, antécédents familiaux de maladie mitrale vers 60 ans, c'est une échographie. Il faut faire une échographie parce que là, malheureusement, on ne peut pas voir l'œil, enfin, les problèmes valvulaires ne sont pas détectables
par, en dehors le souffle, bien sûr, l'auscultation, par l'électrocardiogramme ou par des mesures. Donc, il faut faire une échographie cardiaque. Donc, il faut que vous voyez un cardiologue pour faire une écho. Il y avait une question un petit peu avant sur les effets secondaires marquants des traitements antihypertenseurs. Euh, la plupart des traitements, surtout si on les donne à des doses faibles, comme c'est recommandé aujourd'hui, on recommande, quand on a une hypertension, le diagnostic d'hypertension, c'est qu'on a plus de 140-90, et quand on a ce diagnostic, on démarre par une bithérapie, c'est-à-dire deux médicaments à faible dose. Et si on démarre avec faible dose, les effets sont généralement peu importants. Alors, on peut ressentir un peu des vertiges parce qu'évidemment, ça fait baisser un peu la pression. On peut, ce qui est normal, c'est le mécanisme d'action. Certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent faire uriner un peu plus, mais pendant quelques semaines, le temps que la volémie se régularise. Certains traitements peuvent donner un peu des gonflements des jambes, les vasodilatateurs. C'est des choses qui sont généralement peu importants, peu fréquents et surtout peu, notamment avec les faibles doses. Théo, tu avais traité la question, y a-t-il des médicaments pour l'hypertension qui peuvent aider à réguler l'ostéoporose, hein? Tu l'as traité, oui, Oui, celle-ci. j'avais dit les Oui, diurétiques Ok, non, thiazidiques. non, mais c'est bon. c'est- Très bien. Voilà. je vais en profiter pour vous remercier. On est arrivé au bout des questions. Il est 13h30. Merci encore. Je crois que ce webinaire, je vais laisser la parole à Robin qui va nous présenter la suite des activités de la branche. Mais ce webinaire devait aussi servir à améliorer la prévention. Je pense que on l'a tous compris et que tout ça est en très bonne voie, mais aussi lutter contre les idées reçues. Vous l'avez fait au cours de cette heure extrêmement intéressante et je vous en remercie. Je Juste, laisse la parole à Robin, peut-être à Jérôme pour conclure. oui, oui, je juste vous remercier donc d'assister à d'avoir assisté à ce webinaire et aux deux dames, deux docteurs pour faire de webinaire qui était très intéressant et a priori très apprécié. C'est vrai que la commission paritaire fait d'autres travaux et je vais laisser donc Robin annoncer les prochains événements prévus, toujours dans ce sujet de la prévention des accidents de travail sur lesquels on travaille depuis maintenant 3 4 ans. Oui, et ben, on arrive au bout de cette série de webinaires sur la santé des femmes, et on va continuer justement. Restez attentifs, dans les prochaines semaines, on va lancer une enquête sur les violences sexuelles et sexistes et sur les harcèlements au travail. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, ça nous sera très intéressant. On aimerait mesurer ça dans notre secteur. Et puis également, on va de nouveau travailler avec Leila Assagir qui travaille sur la sécurité des soins avec son organisme de formation Éclaireur Formation et notamment sur un podcast qui s'appellera Tout risque. Donc voilà, elle est en train de préparer ça, donc on communiquera et n'hésitez pas à aller l'écouter dès qu'il va sortir. Et il sortira tout au long de l'année. Le premier Voilà, podcast est ben, prévu merci pour beaucoup. mars. Le premier podcast est prévu pour mars et il y en aura un par mois. Il y en aura 12 cette année. Voilà. C'est ça. Merci Ben, à merci vous de nous beaucoup. avoir invités et merci à Marie-Lucie. Je vais lui laisser la parole, mais c'est bravo, félicitations pour votre initiative dans votre branche professionnelle. Vraiment félicitations. Également, non, c'était juste une proposition sous l'égide de Théodora, qui serait de peut-être mettre en avant votre travail et en particulier, pourquoi pas ce webinaire, indépendamment que j'ai participé, mais surtout Théodora, mais peut-être le mettre en avant dans notre newsletter, donc de la Société française d'hypertension. Je pense que c'est à saluer le travail que vous faites. Moi, je reste admirative parce que déjà dans mon lieu de travail, il n'y a pas ça. Donc, indépendamment de tout ça, je crois que c'est important. Et si jamais vous voulez passer ou faire passer un message par rapport à ce que vous avez et sous le contrôle des Théodora, bien évidemment qu'on peut tout à fait faire passer un message sur notre newsletter et ça sera toujours le bienvenu. On va vous contacter, Annick, pour ça. Merci Et beaucoup. juste, Je vous je terminerai en souhaite. disant que tous les webinaires sont en libre En accès, replay. en replay sur le site du syndicat, du SNVL. Merci à vous encore une fois et bon courage pour la suite de votre programme de formation qui paraît très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bravo. Bonne Au journée. revoir.